a rappelé que certains détournements sont le fait d'individus mal intentionnés, d'autres parce que la permissivité et les insuffisances des textes leur autorisent. Cet exercice donc que vous êtes en train de mener vise à combler les insuffisances des textes et éviter toutes les permissivités. Pour ceux qui font de la corruption et des détournements organisés des biens publics, leur bonheur, voire leur sens de la vie, je crois que la Commission doit leur montrer le vrai chemin. Parce que, pour que nul n'en ignore, vous savez, dans notre pays, souvent, les gens sont de bonne foi, mais ils n'ont pas de bons textes. Mais il y en a qui ont les textes, mais ils refusent de les appliquer, pour les raisons que vous savez. L'ampleur de ce phénomène a été mise au grand jour, il y a quelques jours, mesdames et messieurs, quand le procureur général près de la Cour suprême, à l'issue d'une brillante, édifiante intervention, a édifié les Maliens pour avoir une idée de l'organisation et du niveau de prédation dans notre pays. Il a cité quelques exemples. L'affaire de Sécuriport, l'affaire de l'avion présidentiel et d'autres. Concernant le premier dossier, le Sécuriport, j'en avais déjà parlé ici. Vous savez que mes services ont fait des évaluations. En quelques années, l'État malien a perdu près de 40 milliards de francs CFA. Or, c'est les 40 milliards qu'on a utilisés pour construire l'aéroport. Donc, le prix d'un nouvel aéroport a été dans la poche de quelques individus. Au Mali, parce qu'ils sont mis dans des postes stratégiques de l'État, on a privatisé l'État. Il a donné l'exemple aussi de l'avion présidentiel. Vous vous rappelez tous, les différentes autorités, les différentes personnalités ont parlé. On nous a parlé de 17 milliards, de 18 milliards, de 19 milliards, de 20 milliards. Mais l'autre jour, le procureur nous a dit que dans l'heure des comptes, ils sont allés à 50 et quelques milliards. Par quelques personnes. Vous imaginez l'argent du Mali, c'est que certains font avec. Simplement parce qu'ils sont dans des positions dominantes. Vous avez suivi récemment à l'ORTM 3 ministres ou 4 qui étaient dans un champ. Je crois que ça doit être vers Samaya. Imaginez-vous, l'IER, la nourriture des Maliens, c'est l'IER qui s'en occupe. Et j'avais dit ici plusieurs fois que la nourriture d'une population est un élément de légitimation d'un pouvoir. Après la sécurité physique ou parallèlement, la sécurité alimentaire, c'est un élément de légitimation d'un pouvoir. Tout pouvoir qui n'accorde pas de l'importance à la nourriture de ses citoyens, il ne peut pas être légitime. Comment vous pouvez imaginer que des citoyens, parce qu'ils détiennent le pouvoir d'État, prennent l'IER, les terres de l'IER, les terres de certains paysans qui ont même envoyé des lettres au président pour dire qu'ils vont se suicider, des lettres au Premier ministre, si on leur retire leurs terres. Ils n'ont aucun recours. Parce qu'il y a des puissants au Mali qui font ce qu'ils veulent. Ça, c'est d'exemple. Vous vous rappelez la question des équipements militaires. Qu'est-ce que nous n'avons pas vécu ici? Notre armée ne pouvait même pas acheter des lunettes à vision nocturne, a fortiori des avions et des hélicoptères. Nos soldats mouraient en grand nombre. On les mettait dans les fosses communes. Les Maliens étaient résignés. Personne, peu de gens, disons, croyant à la fin de ce phénomène. Pendant ce temps, on vient de découvrir qu'il y a quelques personnes qui font du Mali ce qu'elles veulent. Des camions de transport de 40 millions, on les facture à 400 millions. Des citernes de 26-28 millions, on les facture à 250 millions. On prend l'argent du trésor pour acheter 6 hélicoptères pour combattre des individus
dissipent l'argent des 4. Et les 2, on achète des vieux hélicoptères qui appartiennent à des gens au Mali. On les repeint et on les revend au Mali au prix du neuf. Le président sort à la télé, nous avons le cœur chaud, il nous dit que c'est fini. Ils vont poursuivre les terroristes. Ces avions tombent en panne 2 mois après parce que c'est des vieux équipements. Donc, on a perdu l'argent de ces équipements. Qui d'entre les Maliens n'a pas perdu un frère, un enfant, un fils, un petit-fils au front? La même chose pour les avions. On sort l'argent du trésor pour acheter 6 avions. Des individus s'organisent pour détourner l'argent des 2. Les 4 qui arrivent manquent de certaines options. Donc il y a des fonctions de combat qu'elle ne peut pas faire. Ils deviennent presque de simples avions de transport. Et c'est des individus qui le font pour leur compte. Et ils s'imposent aux Maliens. On tue des milliers de personnes à Sobanda, à Ogosago. Au nord, il n'y avait plus d'État, des assassinats ciblés. Si vous avez un peu de richesse, vous ne pouvez plus circuler dans un véhicule. On vous assassine. On achète à tour de bras les maisons dans les villes de Gao et Tombouctou. Une maison qui coûte 20-30 millions, un individu vient, il donne 50 millions parce qu'il a trouvé dans la drogue. Et vous lui donnez votre maison et vous vous retrouvez à la périphérie de la ville. Donc le sort réservé au Mali, c'était quoi? C'est que dans 10, 20, 30 ans, c'est les narcotrafiquants, les délinquants, de tout genre qui vont prendre les capitales du Nord. Ils ont des complicités dans la haute administration que j'ai appelé les membres de l'oligarchie plutocratique qui a pris notre pays en otage. Des mines d'or sont exploitées, protégées par des gens que l'on sait. Des milliers de Soudanais, de Tchadiens viennent au Mali, ils sont dans les mines. L'or qui est exploité, ça va où? On imagine où est-ce que ça va? Certaines, mais ce qui reste, les membres de l'oligarchie, qui sont dans toutes les couches. Vous avez des juges, des militaires, des civils, des politiciens surtout, et des soi-disant éléments rebelles. Ils s'entendent, ils distribuent cette richesse au Mali et on prend notre pays en otage. Et notre peuple était résigné. On ne pouvait plus espérer l'avenir. Pendant ce temps, on nous matraque tous les jours par des radios de qui l'on sait qu'on n'a pas d'armée. Les mêmes membres de l'oligarchie plutocratique et financière se moquent de notre armée. Votre fils meurt au front, au lieu de l'enterrer, il va dire quelque part qu'il n'y a même pas d'armée au Mali. Voici les dégâts de la corruption, les quelques exemples que je vous ai donnés. Nous ne pouvons donc pas dire que ça peut continuer. C'est ainsi donc que, et c'est important que je le rappelle, lors de l'investiture du président de la transition, le 7 juin 2021, à la suite de la rectification de la transition intervenue le 24 mai, le procureur a mis un accent particulier sur la lutte contre la corruption. Faut-il rappeler que les exigences du peuple, dont les aspirations profondes ont été portées par le M5 RFP et qui ont abouti à force de mouvements, d'interpellations au changement du 18 août. Ce jour-là, le peuple avait exigé un certain nombre de conditions minimales mais pas suffisantes. Je les cite dans l'ordre. Le peuple a dit qu'il faut le renforcement de la sécurité. Le peuple a dit qu'il faut lutter contre la corruption et l'impunité. Parce que ces deux facteurs compromettaient l'existence de la nation malienne. Il était prévu que nous disparissions dans quelques années, remplacés par des petites principautés ethniques, comme je dis, la loi du plus fort. Vous savez que le Mali a vécu ça pendant 3 siècles.
après la chute de l'Empire Songhaï, en mars 1591. 3 siècles d'anarchie. C'est la loi du plus fort avant la colonisation. Donc c'est ce qui était prévu pour nous. Et la fin, c'est la colonisation. Venue, il n'y a plus de grands États centraux, comme du temps du Mansa Moussa, du temps de Sonia Albert, du temps de Askia Mohamed. On a des petites principautés qu'ils ont prises une à une. Donc les Soreilles vont avoir leurs petites principautés. Les Daousak vont l'avoir. Les Ifogas vont l'avoir. Les Bobos vont avoir. Les Bamana vont avoir. L'autre jour, j'ai fait sourire les gens en disant que même mes parents Dogon, eux aussi vont dire qu'ils veulent avoir leur principauté, avec un Dogon à la tête. Et ces petits royaumes vont être conquis un à un. Et le pays sera de nouveau soumis par des siècles, pendant des siècles. C'est pourquoi j'ai rappelé récemment à ceux qui voudraient bien comprendre, parce qu'il y en a qui ne veulent jamais comprendre, que lorsque Serval s'est transformé en Barkhane, à l'insu des Maliens, parce qu'il n'y a pas eu de concertation, quelqu'un a décidé qu'à la place de Serval, il y a Barkhane. Le commandant en chef des forces de ce pays est venu au Mali. Il est allé faire le tour des forces armées. Il est allé sur leur base, la principale base à Faye-Largeau au Tchad. Il a fait un tour, le tour, la revue des troupes. À la fin, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, nous sommes venus ici à 100 ans. Nous sommes partis à 60 ans. Maintenant que nous sommes venus, c'est pour 100 ans. Donc, il faut que vous compreniez très bien, explication de texte, cette question de lutte contre le terrorisme, c'est la poudre pour les Africains. Mais en réalité, nous sommes venus pour rester ici pour 100 ans. Ça, c'est pas, je n'invente rien. Tout ce que je vous dis là est documenté. Pendant ce temps, on nous balade. Serval, Barkhane, G5 Sahel, Takuba, ECAP, EUTM, que sais-je encore. Le terrorisme est parti du grand nord du Mali, s'est étendu à tout le Mali, à toute l'Afrique, jusqu'à l'ouest. Et récemment, je disais, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, autrement dit le ministre des Affaires étrangères, il va au Ghana, il dit qu'il donne 600 millions d'euros, donc à peu près 40 milliards de francs CFA. Vous savez pourquoi? Il y a des inondations dans ce pays il y a quelques mois, les gens sont morts, ils n'ont rien donné. Ce pays a beaucoup de projets économiques, ils n'ont pas donné pour faire des routes, des infrastructures. C'est pour lutter, disent-ils, contre le terrorisme. Pour acheter des armes, donc leurs armes. On vous donne de l'argent, mais vous achetez les armes chez eux, pour vous tuer entre vous. On nous dit à Kidal, c'est les Maliens qui sont là-bas. Les Maliens du Nord, les Touaregs, les Arabes. Je l'affirme et je le dis à haute intelligible voix. Je suis moi-même du Nord. Je suis le résultat d'un métissage. Sonrai, Arabes, Touaregs, Peul. Ils n'ont jamais rien demandé à qui que ce soit. Toutes les rébellions du 28 juin 1990 à aujourd'hui sont initiées par des gens venus de l'extérieur. Les Touaregs et les Arabes maliens n'ont jamais rien demandé à personne. C'est eux les grandes victimes, réalisées dans les camps de réfugiés. C'est eux qui sont renvoyés de leur pays. On les traite comme des sous-hommes partout où ils sont. Ils sont sous des tentes, ils n'ont pas de pays, on ne les respecte pas. Parce que leur seul pays, c'est le Mali. Mais les gens qui sont à la base de ça, ils ont des châteaux à Bamako, ils ont des piscines, leurs enfants sont dans les grandes écoles, ils sont membres de l'oligarchie, ils se réunissent la nuit, on partage des cartons d'argent, et il n'y a pas d'école à Kidal, depuis des années. Et on dit au nom des Arabes et des Touaregs, des individus viennent construire des châteaux à Bamako, mais ils ne font aucun puits de grand diamètre dans leur localité. Pourtant, ils sont milliardaires, ils sont dans les institutions, ils se pavent tous les matins. Tout le monde a perdu. Vous savez, en 2022, dans le cadre du programme social du Premier ministre, on a voulu construire 5 puits à grand diamètre
dans la région de Kidal. Vous savez que ça n'a pas pu être fait. Qu'est-ce que le gouverneur nous dit? Ah, la SEMA n'est pas d'accord. La SEMA dit qu'il faut qu'on lui donne les 5 puits à grand diamètre. J'ai fini par arbitrer. J'ai dit, bon, donnez 3 à la SEMA et 2 au Gatia. Ils disent non. Soit les 5 à la SEMA ou on ne fait rien. Donc ils préfèrent que les populations de Kidal meurent de soif. Mais il faut qu'ils remplissent les poches. Parce que même si on avait envoyé cet argent, ils n'allaient jamais faire les forages. C'est comme l'électricité. Moi, je vois des gens dans les médias actuellement qui se pavanent, qui font des meetings. Mais le nombre de milliards qu'ils ont transférés à Kidal. Mais on a le décompte. Rien n'a été fait là-bas. L'argent a été partagé entre des individus à Bamako et certains là-bas. Les populations de Kidal ne l'ont pas vu. Donc, ce système-là, il faut que ça s'arrête. Et, vous savez, le peuple dont j'ai parlé, après la sécurité et l'exigence de lutte contre la corruption, il a demandé des réformes politiques et institutionnelles. Les assises se sont tenues. L'organe unique indépendant a été installé. La nouvelle constitution a été promulguée par le président le 22 juillet 2023, son acte de naissance. Et le peuple a demandé aussi un pacte social de stabilité. Je voudrais saluer les syndicalistes qui ont fait preuve de patriotisme. Vous savez, quand un militaire se bat au front, sa femme, son père, sa mère, ses enfants ne sont pas tranquilles, il ne peut pas se battre. Une nation doit être unie pour que son armée puisse se battre. Vous avez vu des pays très puissants récemment, je ne vais pas les citer, vous les connaissez, qu'on pensait être à la pointe de la sécurité. Mais ils ont fait 6 mois de manifestations contre leur gouvernement, qui était préoccupé plutôt à changer des lois. Mais finalement, leurs adversaires sont tombés sur eux un matin. Personne ne savait. C'est la preuve que dans un pays, il faut la stabilité sociale pour que l'armée puisse se battre à tête reposée. Et je voudrais saluer les syndicalistes pour ça. Mais notre peuple a demandé aussi la paix au nord. On a dit que c'est l'accord pour la paix et la réconciliation. Vous savez, dans le M5, il y avait un débat transversal. Il y en a qui ne voulaient même pas entendre parler de l'accord. D'autres disent non, il faut l'appliquer. Je leur ai dit, on va l'appliquer intelligemment. Il y en a qui ont demandé, mais le Premier ministre, là, il veut inventer chaque fois des termes. Rectification, application intelligente, ceci et cela. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je leur ai dit, vous savez, vous verrez ce que ça veut dire. Aidons nos militaires, ces patriotes-là, que j'ai appelés les Monébodéons, ou Nyogonde Koumasoro. Vous savez, ces militaires, ils sont tous braves. Mais c'est la politique qui détermine tout dans un pays. Nous avons le même pays, on a les mêmes terroristes qui sont sponsorisés. Qu'est-ce qui a changé chez nous? Le leadership du pays. On a eu un nouveau président avec ses compagnons. Et les restes d'autres Maliens ont eu l'intelligence de les accompagner et les aider à réussir leur mission. Personne n'a pensé que le Mali a été Kidal un jour. On vient de dire hier, j'écoute qu'on a découvert des charniers. Mais on ne va pas laisser ça. Ça ne va pas être comme à Gelok. On a égorgé nos militaires, on est allé se promener, on est venu donner des amnisties. La première fois, on a tout pardonné parce qu'on pensait que c'était pour la paix. Mais cette fois-ci, la justice va faire son travail jusqu'au bout. Nous ne pouvons plus être sous les ordres d'un individu. Et mesdames et messieurs, je vous l'ai déjà dit, dans notre pays, ces différentes revendications dont je vous ai parlé ont été traduites en action du gouvernement. Que le Conseil national de transition, dans toute sa sagesse, a accepté. Et je le dirais, je vais profiter de l'occasion pour saluer le CNT. Le président du CNT, je l'ai félicité lorsqu'ils ont pris la décision courageuse de suspendre les alliés des terroristes qui sont tapis
dans nos institutions. Parce que certains vivaient de ça. Et ce n'est pas fini. On en découvrira d'autres. Nous ne pouvons pas continuer. Ici, mesdames et messieurs, le rôle de la justice est primordial et déterminante. Mais la justice travaille comme matière première, elle a les rapports que vos services installent. Nous devons tout faire pour que la corruption, les corrupteurs et autres membres de l'oligarchie plutocratique qui ont pris notre peuple en otage enlèvent leurs pieds du cou du peuple malien. Ils ont des alliés, il ne faut pas se tromper. Objectif, les terroristes et leurs sponsors extérieurs. Pour maintenir notre pays et l'Afrique en esclavage, en soumission, en vassalisation. Et j'ai dit récemment à tous nos partenaires que nous n'avons pas d'ennemis. Tous les pays qui le veulent bien, qui respectent les 3 principes édictés par le président, respecter notre souveraineté, respecter nos choix stratégiques, respecter les intérêts du Mali. Tout pays qui les respecte est notre ami. Nous n'avons pas d'ennemis. C'est pour cela que nous ne voulons plus être un État vassal. Nous voulons être un État partenaire. Tous ceux qui sont pour cela, nous allons travailler avec eux. Et je vous dis, un jour, je vous dis ce que le président m'a dit un jour. Il m'a dit, si on ne réussit pas dans la lutte contre la corruption, la transition n'aura pas servi à grand-chose. Ça veut dire que c'est l'une de nos priorités, des priorités du président de la transition et de ses compagnons. La lutte effrénée, la lutte sans merci contre la corruption et la délinquance financière. Les membres de l'oligarchie sont organisés. Je vous encourage à avoir une force morale et la suite dans vos idées. Vous savez, ils ont une technique. Lorsque ils savent que c'est votre travail qui peut les toucher, ils ont un réseau dans le pays. On essaie de vous diaboliser. On envoie des gens voir vos parents. Si vous avez quelqu'un de haut placé, des parents vont lui dire lors d'un baptême, d'une causerie ou dans les réseaux, ah, c'est telle personne qui a la base de mes problèmes. Vous savez combien de menaces de mort nous avons eu à la primature, mes collaborateurs peuvent en témoigner. Nous n'avons parlé à personne. Parce que nous connaissons leur technique. Ils s'organisent, ils achètent des articles, on vous diabolise. Mais en réalité, leur objectif, c'est un renversement du régime pour qu'ils puissent continuer leur sale besogne. L'opinion publique ne sait rien. Et leur ultime méthode, c'est de traîner les dossiers pour atteindre le délai de prescription. Vous savez, il y a des membres de l'oligarchie que je vois souvent dans les médias, parce qu'il y a la prescription sur les dossiers, ils disent qu'on ne peut plus les toucher. Heureusement que la justice malienne a trouvé la solution et que les différentes réformes menées par la justice malienne sont en train de modifier la législation pour rendre plus favorables les textes au peuple et non à une oligarchie. Vous savez, tous les régimes du Mali, depuis la première jusqu'à actuellement, ont fait ce qu'ils pouvaient dans la lutte contre la corruption. Mais récemment, nous avons eu des professionnels en ingénierie de la corruption. Tous les bons textes que le Mali a, ils ont fait de l'ingénierie pour les contourner. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de tête, mais ils sont forts dans l'ingénierie, l'organisation de la corruption. Tous les réseaux, je viens de vous dire les gens qui, les mines d'or au nord, après avoir exporté ce qui a exporté, il y a des membres de l'oligarchie qui viennent à Bamako. Tous ceux qui comptent sont arrosés d'or et d'argent. Militaires, juges, politiciens, et personne ne peut rien contrôler. Et quand ils vous identifient, ils s'entendent, on tire sur vous jusqu'à ce que vous tombiez. L'opinion ne sait même pas pourquoi. Mais en réalité, c'est leur technique.
ou bien ils amènent des consultants. Vous savez, moi je n'ai rien contre les consultants, j'ai eu à en prendre. Mais certains, ce n'est pas pour le pays. Vous avez les structures d'État dont vous venez de parler. On les contourne, on voit un ami, il a un bureau de consultant, il fait un rapport qu'il dépose, on lui paye grand frais, il s'en va. En réalité, il porte atteinte à la fonction même de consultant. Parce qu'un consultant, par définition, c'est un homme honnête, il fait son travail, il s'en va. Mais les membres de l'oligarchie, ils ont travaillé l'ingénierie, comme je vous ai dit, de la corruption. Vous voyez des gens, par exemple, qui étaient consultants dans des cabinets, qui ont audité des structures de l'État, ils ont déposé des bons rapports. Mais certains se lèvent aujourd'hui pour accuser l'État. Mais qui n'avait pas vu les erreurs? Pourquoi ils ne l'ont pas dit? Mais c'était la pratique en ce moment. C'est pourquoi je voulais vous dire qu'actuellement, la lutte contre la corruption, avec votre concours et tous les services de contrôle, et la justice malienne, qui a besoin de compréhension, ne doit rien craindre. Les plus hautes autorités de la République du Mali, le président de la transition, le chef du gouvernement, toutes les institutions sont dédiées à remplir leur mission dans cette affaire. Vous savez, souvent je dis aux amis qui se plaident des juges, je ne les défends pas parce que je ne connais pas ce qui se passe là-bas. Je dis ce qui se passe chez eux. Nous avons un peuple qui s'est soulevé. Il a renvoyé ceux qui élaboraient les textes. Donc on a changé la direction politique. Mais les hommes sont les mêmes, les textes sont les mêmes. Donc le peuple veut quelque chose, que les juges fassent des choses, alors que les juges, on n'a pas changé les lois. Le rôle du juge, c'est d'appliquer la loi. Si on n'a pas changé la loi, lui juge suivant le texte. Or, ce texte a été pris par des gens qui ne sont plus là. Donc, il y a des sérieux problèmes. C'est pour cela que les réformes courageuses que le ministre de la Justice, sous l'impulsion du président de la transition, est en train de prendre, doivent être comprises et soutenues. Les juges qui se battent contre la corruption, nous devons faire un cordon sanitaire autour de comme les politiques. C'est comme des soldats au front. C'est ce que je voulais vous dire. Et eux, leur matière première, c'est votre travail. Donc faites un travail de professionnel. Un bon travail, ça va faciliter la lutte. Parce que c'est une lutte de génération. La corruption existe dans toutes les sociétés, mais il faut y mettre fin par tous les moyens. Voilà les choses que je voulais vous dire, mesdames et messieurs, et vous remercier de votre aimable attention et vous dire que aujourd'hui vous avez la chance d'avoir un président avec ses compagnons, d'avoir un gouvernement qui est déterminé à lutter contre la corruption. Personne ne doit vous intimider. Si les intimidations devaient servir à quelque chose, nous on a arrêté beaucoup de choses depuis la primature. Bon, le président, je crois que comme il est militaire, il a sa tenue et ses armes, on ne va pas le menacer, mais le Premier ministre, on le menace. Bon, c'est pour détendre un peu, parce que même dans son corps aussi, il y a des gens, c'est partout, hein, je vous ai dit, l'oligarchie là, c'est dans tous les corps. Les militaires sont des civils habillés en tenue militaire, c'est tout, hein. C'est des citoyens comme tous les autres. Donc, tout ce qu'il y a dans la société, c'est là. Seulement, je refuse l'idée selon laquelle le Mali n'a pas de militaire. Nous avons donné la preuve maintenant à Kidal. On a le même pays, on a les mêmes terroristes, sponsorisés d'ailleurs, et on les a boutés hors de Kidal. Maintenant, nous devons tendre la main à nos amis, à nos frères, à nos sœurs, à nos pères, à nos enfants, pour regagner le Mali et reconstruire le pays ensemble. Reconstruire le pays ensemble. Parce que les gens doivent comprendre. Le nord du Mali, en 1958, quand les colonisateurs ont voulu le diviser, ces 9 chefs de tribus arabes, Touareg, Sorey qui se sont réunis, ils ont dit aux colonisateurs non, devant le ministre de l'Intérieur, Mamadou Madera Keïta. Et ce jour-là, c'est l'arrière-grand-père des chefs terroristes aujourd'hui, Al-Gabas Agintala. Son arrière-grand-père, Attahar Ag Illi,
C'est lui qui a dit aux colonisateurs, nous voulons aller à l'indépendance ensemble. Vous nous avez colonisés ensemble, laissez-nous ensemble. Notre avenir, c'est au sud. Comme l'avenir du sud, c'est chez nous. Toutes nos aides coulent vers le sud. Donc, si on est unis, si ce jour-là, ils avaient dit qu'ils voulaient un autre pays, les Blancs voulaient diviser. Il ne faut pas qu'on oublie cela. Et ils font tout pour qu'on ne connaisse pas notre histoire. La plupart des cadres ne connaissent pas l'histoire. Et le peuple a une grande capacité d'oubli. Et ils profitent de ça. Nous allons lire et éclairer notre peuple parce que nous voulons un peuple digne. Nous devons honorer les engagements du président de la transition. Il a dit aux jeunes que s'il échoue, c'est que c'est la jeunesse qui aura échoué. Il ne doit pas échouer, il n'échouera pas. C'est ce que je voulais vous dire. Et en vous souhaitant plein succès, je déclare donc ouvert les travaux de l'atelier d'examen et de validation des manières de procédure administrative, opérationnelle, financière et comptable. Je vous remercie de votre attention.